Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Vincent Gaudier, cofondateur de la distillerie Soligny. Donc distillerie qu'il a fondée avec son épouse Véronique, où ils produisent tous les deux leur whisky à partir de leur propre orge, en exploitant la ferme familiale. Donc bonjour Vincent. Bonjour Constance. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur tes aspirations et ton travail en tandem avec Véronique. Donc aujourd'hui, vous travaillez à quatre mains à la distillerie. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous n'avez pas toujours travaillé ensemble. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de ton parcours ? Oui, alors en fait, on a eu presque 2 vies maintenant. En fait, initialement, on s'est rencontrés à l'Agro, donc ce qui s'appelait l'INAPG à l'époque, qui était l'Agro Paris. On faisait tous les deux nos études à cet endroit-là, et on avait des aspirations un peu différentes, puisque moi je voulais plutôt partir dans les marchés des matières premières, et Véronique voulait faire du développement agricole dans les pays d'Afrique ou d'Asie. On s'est rapidement rendu compte que si on voulait rendre les deux options compatibles, il allait falloir faire un choix, et donc on a choisi ce qu'on appelait l'aspect éco. Donc elle s'est orientée vers les métiers de l'organisation et du conseil, et moi j'ai fait de la finance pendant à peu près 25 ans. Et puis avec l'idée que peut-être un jour on reviendrait, on reprendrait la ferme familiale. Ça, c'était toujours une idée qu'avait surtout Véronique, plus que moi. Et puis ben voilà, ce rêve s'est réalisé progressivement. Mon père, commençant à prendre sa retraite, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'organise autour d'un projet et qu'on puisse faire évoluer cette structure pour que on puisse travailler ensemble, et en exploitant chacun ce qu'on avait appris à faire dans nos métiers respectifs. Donc ça, c'est un processus qui a pris un peu de temps, mais on a abouti, je dirais fin 2017, à l'idée que une des choses qui était le plus proche de ce qu'on savait faire, ce serait de distiller de l'orge, puisqu'on était cultivateur d'orge, puisqu'on avait acheté un petit domaine ou une partie d'un petit domaine en Bourgogne, et qu'on était devenu un petit peu viticulteur. En tout cas, on avait appris pas mal des techniques viticoles, et donc on maîtrisait assez bien l'élevage en fût, et on avait développé un réseau de relations qui nous permettait de travailler les fûts un petit peu comme on voulait. Donc il nous manquait juste l'étape distillation, sachant qu'à l'agro on avait étudié la fermentation, tout un tas de choses comme ça, les process, l'organisation, et que nous on savait à peu près faire des business plans. Donc il nous manquait cette étape cruciale qu'est la distillation. D'accord. Et donc en fait il y avait la volonté vraiment de créer un projet commun dès le départ. Oui, c'était ça. On avait déjà eu un beau projet commun, parce qu'on a 4 garçons, que ça nous avait un petit peu occupé en plus de nos activités professionnelles. Mais là maintenant ils sont grands, donc on s'est dit que c'était le moyen d'occuper une deuxième partie de notre vie de manière un peu plus constructive peut-être, ou en tout cas plus en passant encore plus de temps ensemble que ce qu'on avait pu le faire. Et donc c'était un beau projet. Et vous vous êtes toujours intéressés tous les deux aux spiritueux ? Alors, initialement, c'était plutôt le vin qui était notre centre d'intérêt commun.
Mais moi, j'avais toujours considéré que il y avait un continuum finalement entre le vin et les spiritueux, et que il y avait probablement plus de choses en commun que ce qu'on voulait bien le croire, et que alors c'est assez difficile de conjuguer les deux dégustations simultanément. C'est vrai qu'il y a un impact gustatif du spiritueux qui fait que c'est difficile tout de suite après de repasser sur des vins, mais bon, ça se travaille, et ça se fait de plus en plus via des cocktails, via des dilutions, ou il y a un peu de temps, ou des choses comme ça. Donc, moi j'étais très intéressé aussi par la spiritueux. Et j'aimais bien l'Écosse en général. J'aimais bien mon Tintin préféré, par exemple, c'est l'île Noire, je crois. Oui, c'est l'île. Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur, parce qu'il y a un grand pas à franchir quand même entre le fait de déguster, de connaître, et le fait de se lancer vraiment dans sa propre production. Est-ce que ça s'est fait progressivement, ou alors il y a eu un élément marquant? Alors, il y a plusieurs éléments marquants. Je dirais que un des déclics, c'est le fait qu'on était retourné au Japon, où on avait vécu où on avait pratiquement commencé notre parcours professionnel il y a plus de 30 ans maintenant, et on était dans de la famille là-bas, et on était en train de goûter des whiskies japonais, et là on s'est dit finalement il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est que partout dans le monde, l'orge sert de base et a un impact à la fois sur l'alimentation, mais aussi sur la culture. Oui. Et même si les Japonais font pas beaucoup d'orge, voire quasiment pas, en tout cas ils avaient utilisé les céréales comme support d'un développement de spiritueux. Et on trouvait assez intéressant le fait que la France, alors il y a probablement des origines géoclimatiques, c'est-à-dire que on avait des céréales de très bonne qualité qui avaient l'avantage de pouvoir se récolter mûres et sèches, et donc se garder longtemps. Oui. Donc il n'y avait pas une obligation de distillation très rapide des céréales, alors que les fruits qui se développent énormément sous notre régime tempéré, eux, ont pas une durée de conservation très longue. Donc c'est vrai qu'il y avait une culture de la distillation des fruits qui était beaucoup plus répandue en France que la distillation des céréales. Et je pense que la distillation des céréales en Écosse, c'est lié à leur climat, quoi. Ils sont incapables d'avoir des céréales qui se gardent longtemps, elles sont rarement sèches, et elles atteignent rarement leur degré de maturité. Donc, il y avait un besoin de distiller au plus vite cette ressource, quoi. Donc, qui n'était pas le besoin en France. Donc, le développement tardif de la distillation des céréales en France, il est lié à notre climat, mais il a tout son intérêt, et il a toute la richesse que ça peut avoir partout dans le monde. Et donc, c'est ce voyage au Japon qui a amené cette réflexion sur ouais, exactement, qui nous a dit alors on avait exploré d'autres voies de diversification, mais on s'est dit que c'était celle qui faisait le plus de sens, à la fois par rapport à nos goûts, et aussi par rapport à son potentiel, et au fait que le marché français était un marché porteur pour le whisky. Donc les pièces du puzzle se sont assemblées dans votre tête. Assez logiquement, finalement. Ouais. Okay. Ouais. Et donc toi, tu viens d'une famille d'agriculteurs. Ouais. Tu as grandi dans la ferme familiale. Tout à fait. Ouais. Alors ça fait très longtemps qu'on est champenois, puisque on s'est rendu compte on avait fait à peu près 8 kilomètres entre la ferme initiale en 1530 et celle qui est exploitée à côté de Soligny depuis 1710. Donc nous on a été des globetrotters avec Véronique, mais c'est pas un des aspects qui caractérise le mieux ma famille. Oui, et t'es revenu à ces racines-là. Oui, d'une certaine manière, oui. Et quand t'étais plus jeune, est-ce que tu savais que
t'allais reprendre la ferme un jour, ou alors c'est venu comme ça beaucoup plus tard? C'était pas si clair. Je participais beaucoup parce que c'était quand même une tradition familiale. Mon père travaillait avec son frère, on était avec mes cousins dans les champs, mais c'était parfois plus assimilé aux corvées qu'il fallait partager qu'au plaisir de se promener dans les champs. Mais ça s'est développé petit à petit, et je pense que le fait d'avoir été loin et d'avoir beaucoup voyagé, on se rendait compte que en fait mais même pour nos enfants, ce qui était chez nous, c'était quand on retournait à la ferme où on avait acheté une maison de campagne. Donc, d'une certaine manière, il y avait une attache qui avait toujours été maintenue, et la génération d'avant avait pas véritablement besoin qu'on intervienne et qu'on les aide, mais il y a un moment où ils ont été atteints par la limite d'âge. Donc à ce moment-là, c'était plus facile de s'imaginer reprendre et faire évoluer. D'accord. Ouais, mais c'est un parcours que je remarque, alors bon, sans faire de généralité, de personnes qui sont nées dans le milieu de l'agriculture, qui à l'adolescence voient ça comme une corvée et font tout pour s'en aller, et après finalement ils reviennent après avoir évolué par monts et par vaux. Oui, je pense qu'on a plus de mal à faire l'évaluation entre les bons et les mauvais côtés, quoi. Donc il y a jamais 100% de positifs, mais il y a un moment où certains des positifs sont plus réévalués que d'autres. Donc, ça reprend l'avantage. Bon, il faut dire aussi que au moment où on a véritablement décidé à lancer le projet, quelques mois après, il y a eu le Covid et le confinement, et donc c'était d'une certaine manière, ça nous a poussé à nous concentrer sur cette activité-là, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient finalement mises en stand-by, en sourdine ou en stand-by. Et justement, donc à la ferme, pour vous deux, c'est très important d'utiliser votre orge et que vous cultivez sur votre terrain pour l'élaboration du whisky. Est-ce que c'est une notion de terroir qui provient de votre intérêt pour le vin à tous les deux? Oui, tout à fait. Alors ça c'est au début, la première idée, c'est on a de l'orge, donc il faut qu'on utilise des matières premières qu'on a à disposition. Mais l'agriculture, comme elle est pratiquée en Champagne, elle a été de plus en plus orientée vers la standardisation, vers des normes de qualité assez drastiques, mais dans un cadre très de production de masse, parce que les grands brasseurs mondiaux s'approvisionnent en Champagne auprès des grands malteurs de Champagne. Donc il y avait une volonté pour nous d'utiliser cette ressource, parce qu'on se disait qu'elle était probablement de qualité. Mais dans un deuxième temps, on s'est demandé si cette qualité qui permettait d'approvisionner des gros marchés, elle était aussi symbole de qualité pour des alcools d'exception. Et on s'est rapidement rendu compte. Alors il y a quand même de plus en plus de littérature sur ce sujet-là. Au moment où nous on commençait à réfléchir, Waterford par exemple avait déjà démarré largement son projet. Il y avait des hautes glaces en France. Il y avait quand même des gens qui étaient à l'avancée des réflexions sur une approche de qualité de la céréale qui était différente de ce que nous en Champagne on appelait la qualité avant. Et finalement, nous, le déclic, on l'a eu avec des gens qui nous disaient, mais goûtez vos céréales, quoi, croquez dedans et vous allez voir ce que ça donne. Et c'est vrai que réintégrer le goût de la matière première, ça c'est quelque chose
qu'on a fait quand on a travaillé en Bourgogne sur nos vignes. Enfin, la Bourgogne, c'est le fruit d'abord, quoi. Donc après, il y a le travail du sol, il y a le terroir, etc. Mais l'origine, c'est le fruit. Et on s'est dit, mais c'est probable. Même si c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, que une approche d'étude du sol, d'extraction d'un goût, d'identification d'un goût particulier de la céréale, si c'est une démarche qui est intéressante. Donc nous on voulait pas d'abord, on ne voulait pas faire un mauvais produit, donc on voulait essayer de faire quelque chose de bon, mais surtout on voulait faire quelque chose qui avait du sens. Et alors pas nécessairement. J'utilise surtout c'est pas véritablement, c'est plutôt et aussi. Il y a une combinaison de faire bon et probablement de faire meilleur en travaillant mieux la matière première. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous venait de la Bourgogne et donc c'était clair qu'il fallait qu'on trouve un vecteur, qu'on essaie d'utiliser la bonne orge pour voir jusqu'où on peut aller dans la recherche du terroir, l'expression du climat, etc. Donc ça, on est, je dirais, dans une phase d'essai. Et le problème de la céréale, c'est que c'est une culture annuelle qu'il faut faire en rotation. Et donc, on va aller, puisqu'on revient tous les 5 à 6 ans sur la même parcelle, on va aller 6 ans moins vite dans nos recherches que si on le faisait sur une plante pérenne comme la vigne, quoi. Donc c'est un peu ce que disent les gens des Hauts-de-Glace, quoi. C'est que avant qu'on accumule les informations qui nous permettent de prouver le terroir, d'isoler les bonnes parcelles, c'est l'œuvre de probablement plusieurs générations. Ouais, parce que c'est ça aussi qui est passionnant. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je crois que vos champs d'orge, ils recoupent 3 zones géologiques distinctes. Oui, tout à fait. À Soligny, on est vraiment à l'intersection d'un côté la Champagne classique crayeuse et du pays d'Othe et du Nogentais. Donc on a de la vallée de Seine, on a de la craie, on a des argiles, on a des silex, ça a un petit peu faillé. Donc on a vraiment, même à l'intérieur de parcelles, c'est des parcelles qui ont des dimensions classiques de la Champagne, donc en plusieurs dizaines d'hectares, mais à l'intérieur on a des fortes hétérogénéités de sol. Et donc, ça nous permet d'essayer d'isoler chaque année un lot qui est intéressant, qui soit homogène, parce qu'il faut quand même, on a des contraintes d'homogénéité des grains pour les faire malter, et donc ça il faut trier, donc faut isoler une zone qui est la plus favorable cette année-là. D'accord, c'est hyper intéressant. Et dans votre démarche, il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est la façon dont vous utilisez les grains d'orge. Vous gardez leur enveloppe. Alors, ouais. Pour qu'ils soient les plus complets possibles. C'est ça. Alors après le maltage, donc il y a la partie brassage, le fait de faire fermenter pour obtenir l'alcool. On a choisi un processus et donc des outils techniques de production qui nous permettent de garder les grains avec leurs enveloppes et donc d'éviter le processus de filtration après le mash, donc après la conversion du sucre, enfin des amidons en sucre. Classiquement, normalement, on filtre pour faire fermenter le jus sucré. Nous, aussi bien les cuves de fermentation que l'alambic qu'on utilise nous permettent, parce qu'ils sont en inox, nous permettent de garder l'ensemble du grain jusqu'à la fin de la distillation. Et ça, ça a c'était la continuation logique de l'extraction maximale des parfums de notre orge. D'accord.
Et vous êtes les seuls à faire cette technique-là ou il y a d'autres distilleries qui l'utilisent? Alors, je pense que on est assez peu, on est certainement très très peu en France. Parce que il y a peu d'alambics de la marque iStill qui sont installés en France. À ma connaissance, on est 5 ou 6 distilleries dans le monde à le faire. Et je pense qu'en termes de volume, on est les deuxièmes en termes de capacité. D'accord. Il y a une distillerie qui vient de se monter en Japon, je crois. Ouais. Mais ils n'utilisent pas l'orange. Ok. Ah oui, d'accord. Et c'est cet alambic iStill qui vous permet d'utiliser cette technique-là? Oui, tout à fait. Le fait que ce soit un énorme cube avec des très gros agitateurs et une chauffe électrique indirecte, ça permet d'éviter que les grains accrochent. On comprend bien quoi, une casserole en cuivre, s'il faut remuer et gratter en permanence. Une casserole de lait en cuivre, ça c'est une catastrophe quoi, ça accroche à tout. C'est dès le premier feu, ça accroche. Donc c'est un des gros soucis que peuvent avoir les distillateurs. Faut toujours, la régulation de la chauffe pendant la montée en température avant la distillation sur des alambics en cuivre, c'est un des soucis importants qui peuvent avoir quoi. C'est vrai que nous, ça nous gagne du temps parce que le processus de nettoyage, on pourrait pas garder les grains si on n'avait pas ce processus. Ouais, bien sûr. D'accord. Et alors, toi, Vincent, où te vois-tu dans 10-15 ans avec la distillerie Soligny? Alors, mon rêve, ce serait d'avoir une boutique Soligny en Écosse, probablement. Mais ça, c'est de la provocation. Non, j'aimerais bien que dans une quinzaine d'années, les consommateurs achètent du Soligny, quoi. Et donc et l'habitude, ce goût de grain qui est assez facilement identifiable et tout le processus qu'on a mis en œuvre pour distribuer des pure malt d'abord et puis distribuer des whiskies ensuite, c'est un processus qui est fait pour expliquer notre travail. Et donc j'aimerais bien qu'à l'arrivée, dans une quinzaine d'années, les gens qui boivent du Soligny, ils aient en tête ce parcours et ils aient commencé à boire du Soligny, par exemple en ce moment, et qu'ils soient restés fans de Soligny. D'accord. Donc créer une vraie marque de fabrique à partir de vos expérimentations sur le travail de l'orge. Ouais. Ouais. Et donc c'est un rêve, j'imagine, qui est partagé par Véronique, puisque vous fonctionnez vraiment tous les deux. Tout à fait. Alors là, c'est complètement l'idée. Et puis donc, si possible, l'exporter, quoi, parce que nous, on a toujours aimé voyager, donc si on peut aller montrer notre produit dans les grands pays consommateurs de whisky, c'est quelque chose c'est sûr. qui serait qui nous passionnerait. Mais c'est du travail, mais bon, c'est plutôt bien parti. Et alors, merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question. C'est quelle a été ta plus grosse claque de dégustation de spiritueux? Pas forcément de whisky, vraiment quelque chose qui t'a marqué. Alors, je pense que c'est ce Nikin qu'on a consommé au Japon au moment, qui nous a provoqué le déclic. Mais c'est ça parce que c'est ce qui a eu un impact majeur. Sinon, il y a très longtemps, c'était aussi à Tokyo.
C'était un très grand vin de Bordeaux. C'était un Château Latour 1970 qu'on nous a offert, et ça c'était le premier très très grand vin qu'on goûtait, qu'on buvait, et ça c'était une vraie expérience gustative, quoi. C'est le lieu était bien, c'était un cadre convivial, c'était vraiment un moment d'exception, et c'est un peu aussi comme ça qu'on a expliqué et qu'on essaie de développer l'atmosphère autour de Soligny. C'est que Soligny, ça doit pas être seulement un bon alcool, ça doit être quelque chose qui évoque et qui fait penser pour que chacun s'approprie pour devenir la petite Madeleine, quoi, finalement. Eh ben super, merci beaucoup, merci pour cet échange. C'était hyper intéressant de plonger au cœur de ce projet, et donc de ton expérience, de votre expérience à tous les deux en tant que producteurs de whisky de terroir. Merci beaucoup. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.